Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale de béatitude où la chose la mieux partagée, c'est le bonheur. Et vous savez que pour distiller ce bonheur, je ne suis pas seule, en compagnie toujours de mon chevalier servant. Bon matin Marco. Béatitude. Ben oui, hein, c'est que de l'allégresse. L'allégresse. Ben voilà. Heureux ceux qui se la lèvent mission. tôt, ils seront informés. Heureux ceux qui restent fidèles à matin bonheur, ils seront là, ils toujours servis. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs, pour cet avant-dernier rendez-vous de la semaine, avec au sommaire, bien sûr, la santé. Aujourd'hui, jeudi, nous allons parler santé, on va parler ménopause, on va parler également entrepreneuriat. Mais avant, on va ouvrir les vannes de cette émission avec quelques infos, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Crépin. Nous fêtons les Saint-Crépin en ce 25 octobre. C'est fou ce que le temps passe vite. Bientôt novembre, décembre, bientôt Noël. Et bientôt 2019. Bientôt 2019. Alors, Saint-Crépin, c'est le saint du jour. Exactement. Aujourd'hui, nous célébrons donc les Saint-Crépin. Ces deux frères, on va dire Saint-Crépin. Ça vient du latin crépus ou crépus, crépin féminin et crépinien. Les crépins sont actifs et très intelligents. Et Saint-Crépin, ces deux frères cordonniers de leur état, chrétiens et martyrs à Soissons dans le 1er siècle. Donc voilà, c'est de là que provient ce prénom Saint-Crépin. Ils sont célébrés aujourd'hui, donc bonne fête à vous les Saint-Crépin et tous les crépins. Alors, il y a des anniversaires que nous célébrons également de personnalités. C'est vrai qu'ils sont lointaines par rapport à notre continent d'origine, mais qu'on célèbre quand même au nom de l'universalité. J'aimerais qu'on ait une pensée aujourd'hui pour Pablo Picasso, donc ce grand peintre-là qui a inspiré des générations de peintres, Pablo Picasso. Donc, 25 octobre, qui est né un 25 octobre, je sais pas, normalement nous devrions avoir l'illustration donc de ce magnifique peintre qui est né donc un 25 octobre 1881. Pablo Picasso. Et puis c'est l'anniversaire également de Annie Girardot, actrice française. Et puis, ils nous ont quittés, donc, il nous a quittés un 25 octobre. C'est Gregory Isaac, chanteur de reggae, donc, qui est né un 15 juillet 1951, décédé le 25 octobre 2010. Et pour maintenir sur cette date du 25 octobre, et plus proche de nous, on va souhaiter tout simplement un joyeux anniversaire à notre chef de service production, Madame Dosso, qui est née un 25 octobre également. Belle fête à elle. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale, tenez-vous bien, la journée mondiale des pâtes. Oui. Si vous aimez les pâtes, c'est la journée mondiale. Vous les aimez comment? Tagliatelle, oh oui, plutôt, on va dire macaroni. Parce que macaroni. Voilà, avec les petits à la maison, c'est plutôt macaroni. Vous fréquentez le kiosque? Non, du tout. La cantine plutôt de l'école. Vous n'avez jamais fréquenté le kiosque, quoi? Oh, très rarement, très rarement. C'est ça. Ah oui, je pense qu'elle avait plutôt un ticket d'abonnement. Et vous les aimez avec quoi d'ailleurs, vos pâtes? Moi, j'aime les tagliatelles. C'est vraiment, c'est mon truc. Nature, oui, et je suis allé au kiosque parce que je suis comme tout le monde. Bah donc, le kiosque, c'est soit avec un bon rognon ou du foie. Pour quelqu'un qui n'est jamais allé là-bas, mais quand même, j'ai de la culture là-dessus. Je me renseigne. Non, vous y êtes allé et vous avez votre carte de fidélité. 5h59, mesdames et messieurs, dans quelques secondes seulement, on aura la première salve d'infos avec Maïs Sakou qui est déjà installée sur ce plateau. On est très heureux de la retrouver. Bonjour Maïs. Oui. Bonjour Marcel. Bonjour Maïs. Bonjour Alex. C'est un plaisir de te retrouver. Est-ce que le monde va bien? Merci, moi aussi. Est-ce que le monde va bien? Le monde, c'est-à-dire? Je comprends pas trop bien. Les informations. Ah, l'information, oui, le monde bouge, les choses évoluent. Il y a les colis piégés, tout ça, mais heureusement, tout se passe bien. Rien mais c'est minimisé. Peut-être des colis piégés, minimisés, je ne comprends pas très bien. Il n'y en a pas un peu partout, donc c'est quand même circonscrit. Les colis piégés qu'il n'y a pas partout. Par rapport aux opposants de Donald Trump, ça fait l'actu en ce moment. Là, on passe du coq à l'âne, mais oui. Je vous ferai plaisir, je vais vous informer. De l'info selon laquelle il y a des colis piégés distribués à des opposants. Oui, aux États-Unis. Donald Trump, voilà. Pour faire vous parlez des colis découverts au bureau de Barack Obama et du couple Clinton. C'est ça. Voilà, il fallait parler avec plus de précision. Elle est à l'affût. En fait, on voulait voir si vous allez répondre directement, mais bon. On est en mode design. Vous n'aviez pas à coder votre message. Et vous l'avez décodé aisément quand même. Merci. Et il est 6 heures. Tout ça pour arriver à 6 heures et puis pour être dans le temps. Maïs Sakou, c'est parti maintenant.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour ce premier point de l'actualité. Plusieurs grands projets ont été annoncés par le Conseil des ministres qui s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On retient la création d'un fonds pour le programme Électricité pour tous, la construction d'une grande centrale solaire à Korogo, l'instauration désormais du service civique pour les jeunes. C'est la première fois qu'une fiction traite de ce phénomène de société en Côte d'Ivoire. Invisible, une série télévisée ambitieuse sur les réalités ivoiriennes, en particulier sur les microbes, ces jeunes enfants délinquants dont les crimes violents sèment la terreur dans la ville d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. En présence de Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, de quelques membres du gouvernement et de nombreuses personnalités du monde du cinéma et de la culture, cette série a été présentée le 23 octobre au cinéma Majestic. La série sera diffusée sur les écrans le 29 octobre prochain. On en parle avec Gabriel Zani. Invisible pose la problématique des enfants délinquants, ces enfants en conflit avec la loi. La série fait le récit de la vie de Chaka, un jeune adolescent de 13 ans devenu délinquant sous le poids de la précarité. J'ai pu découvrir tous les grands acteurs, j'ai tourné avec eux, je suis fier de moi. Fier de révéler l'invisible, de lever le voile sur des faits de société d'une complexité inouïe. Une audace pour Alex Ogou, réalisateur de la fiction. J'espère que la série va permettre de nous interroger, chacun, entre parents, entre voisins. Parce qu'au final, la société nous appartient en fait. C'est nous qui la faisons. Ce n'est pas un État qui fait la société. Et cette série est vraiment là pour ça, pour renouer le dialogue en fait. Il parle de sa fiction à la fin de la présentation du premier épisode diffusé en cinéma le 23 octobre devant Dominique Ouattara, la première dame, accompagnée de quelques membres du gouvernement et des visages bien connus de la culture et des médias. J'ai été particulièrement émue et même bouleversée par le réalisme et l'émotion qu'il y a dans cette série et qui est vraiment faite en Côte d'Ivoire et qui a été tournée de façon magistrale. J'ai félicité d'ailleurs le réalisateur, M. Alex Ogou, et les jeunes, les moins jeunes qui avaient tourné dans ce film. Et je suis très fière parce que c'est une série ivoirienne. Une avant-première de la série télévisée Invisible qui invite à s'interroger sur les complexités sociales. On se dit au niveau, je pense, de l'État qu'il faut travailler encore plus pour qu'il y ait moins de pauvreté et qu'il faut surtout essayer de venir à bout de ce phénomène qui est un problème difficile, pas simple. Voilà, je crois que ça interpelle tout le monde, l'État mais aussi les parents. Comment un enfant se désolidarise-t-il des codes sociaux et devient microbe? C'est en 10 épisodes de 52 minutes qu'il faudra le découvrir sur les écrans le 29 octobre prochain. La Banque africaine de développement a donné son feu vert à un nouveau prêt de 329 millions d'euros, soit 215,8 milliards de francs CFA pour le financement du projet de transport urbain à Abidjan. Ce prêt complémentaire va permettre de transformer 88 km de voies menacées de saturation en autoroute urbaine et ainsi doubler la capacité d'écoulement du trafic. Jean-Luc Bangbo pour le commentaire. Du schéma directeur. C'est le second volet de l'assistance financière que la Banque africaine de développement a décidé d'apporter à l'opération du schéma directeur des transports urbains du Grand Abidjan. Cet appui supplémentaire de 215,8 milliards de francs CFA va permettre de transformer 88 km de voies menacées de saturation en autoroutes urbaines. Il s'agit des routes de Dabou, section entre Yopougon et le carrefour de Jacquesville, et d'Adzopé entre Yopougon et Thomasé. Le périphérique d'Abidjan appelé Rocade Y4 va également être aménagé, le boulevard Latry prolongé et dédoublé, le feu tricolore de 90 carrefours devront être réhabilités et un système intelligent de contrôle de trafic installé. Une première tranche du prêt de la banque d'un montant de 155,8 milliards de francs CFA avait été approuvée en décembre 2016 pour financer les travaux du 4e port d'Abidjan reliant Yopougon au plateau. Au total, ce sont 371,9 milliards de francs CFA que la BAD apporte comme assistance financière à la première opération du schéma directeur des transports urbains du Grand Abidjan, soit 74% du coût total. La contrepartie du gouvernement ivoirien, elle, s'établit à 17%.
C'est la fin de ce tout premier rendez-vous de l'information. Je vous retrouve dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure. Eh oui, merci Maï. Vous l'avez dit, on vous retrouve pour le deuxième volet. Ce sera le Flash Afrique. Pour l'heure, nous allons retrouver notre coach maison, Cyril, pour le fitness. Aujourd'hui, nous allons travailler le circuit complet au poids du corps. Coach Cyril, tout de suite et maintenant. Bonjour, une belle journée commence toujours par une décision de rester positif, peu importe ce qui se passe. J'espère que vous êtes positif ce matin et que vous avez pris la bonne décision de venir faire du sport. Je vous félicite pour cela. Bonjour Alix, bonjour Marco. On va faire une petite séance aujourd'hui. 6 exercices, 15 répétitions pour tout le corps. On va commencer avec un petit exercice, je me rapproche de vous. On va commencer avec un petit exercice. Jambes écart, bras tendus, on descend légèrement en position de squat. On monte sur la pointe des pieds et on redescend en squat. D'accord, 5, 4, 3, 2, 1. On écarte les pieds, bras tendus, on remonte. Et on commence. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas besoin d'aller très très bas. 9, 7, juste un tout petit peu. 10, 11, 12, 13, 14. Ok, parfait. On va aller au sol. On va aller en position de pompe. On fléchit les deux jambes derrière. On garde le dos droit. Les mains au niveau de la poitrine. On se laisse tomber, on descend et on pousse pour remonter. Abdos bien gainés. On descend et on pousse pour remonter. Si vous avez du mal, restez à 4 pattes. Descendez juste et poussez pour envoyer le bassin en arrière. On revient. On a 4 répétitions. Hein. Allez. 5. Vous devez sentir vos bras. 6, on pousse. 7. 8. 9. 10. Encore 5 répétitions. 11. Je garde la même position du début. 12. 13. 14. Et 15. Parfait. On va attaquer les abdos. Position assise au sol. Je me mets en diagonale pour que vous me voyez bien. D'accord? Je vais descendre, jambes tendues, écarter les bras, essayer de m'asseoir et d'attraper une jambe. Donc mes bras sont en arrière. Je monte en position assise. Je tiens ma jambe et je change. Je rappelle que c'est le haut du corps qui monte en premier. D'accord? 3, 4, 5, 6, la jambe suit le mouvement, 7, 8, 9, 10, 11, allez à votre rythme. Même si vous arrivez à faire 10 répétitions correctes, c'est mieux que 15 mauvaises répétitions. 14, 15, encore un dernier, et 16, parce qu'on a deux côtés. On se lève. On va juste courir sur place pour 15 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Il va rester 2 exercices après ça. Go. 1, 2, 3, 4. Ça va vous réveiller un peu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. On repart au sol. Cette fois-ci, on va se coucher sur le dos. Mettre les mains en bas des fesses. Tendre les jambes. Arrondir le dos. Lever la tête. Pointer les pieds, monter, contrôler la descente, ne pas trop descendre et remonter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, courage, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Dernier exercice très facile. On va juste se coucher sur le dos. Poser les mains au sol. Lever les orteils pour engager toute la partie postérieure. Les ischio-jambiers, les fessiers. On pousse le bassin vers le haut et on redescend. 1, 2,
3, essayez de serrer les fesses à la montée. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 5 répétitions. 11, 12, 13, 14 et 15. Vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo. C'est terminé. Vous êtes géniaux. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye. Merci beaucoup à notre coach maison qu'on retrouve tous les jours avec beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, donc, on révisitait les fondamentaux au niveau du circuit complet. Et puis surtout, l'idée principale, c'est que tout soit fluide et qu'on ait le mouvement. Manger, bouger, on ne le dira jamais assez. Manger, bouger et circuler aussi. Ça tombe bien. C'est le point route maintenant. Il est 6h11 partout sur toutes les routes de Côte d'Ivoire. Route nous mène pour notre première escale, on va dire, sur l'échangeur à Marcory, dans la commune donc de Marcory. On a toujours cette image avec les différentes bâtisses en toile de fond. Deuxième escale, deuxième étape donc de ce point route, c'est du côté du pont général de Gaulle. Alors nous sommes au garde à vous et nous regardons cette belle vue qui nous montre Abidjan qui se réveille, scindé par cet édifice qui existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années et qui nous permet quand même de rallier les deux parties donc, de notre belle capitale. Et dernier virage, ce sera sur le boulevard Lagunaire, voilà, et c'est vraiment un beau virage avec derrière nos gratte-ciel pour la commune du Plateau. Circulation fluide, dégagée, donc pour ceux qui s'apprêteraient maintenant à sortir, vous pouvez emprunter ces différentes voies-là avec aisance. Le go-slow n'est pas de mise, on le constate, il n'y a pas d'embouteillage, donc vous pouvez rester à la maison encore. Regardez Matin Bonheur, surtout que maintenant nous basculons dans une autre sphère, celle de l'info, mais lui, sa spécialité, c'est de lire les journaux pour les téléspectateurs. Il est avec nous, c'est Ange Patrick Éolier. Pour la revue de presse. Qui va maintenant nous égrener tout ce qui rythme la revue de presse. C'est parti. Bonjour Alix, bonjour Marcelin, bonjour à toutes et à tous. Commençons notre clin d'œil aux différentes rédactions par une reconnaissance faite à la ministre Bakayoko Liramata. D'après Abidjan.net, elle a été distinguée au Kenya par 105 universités africaines, une distinction pour avoir contribué de façon exceptionnelle à l'enseignement supérieur en Afrique. Restons avec Abidjan.net pour parler de l'élan de solidarité qui ne faiblit pas autour des Koné, familles frappées par un deuil, entre dimanche et lundi dans la ville de Bouaké. Le ministre des Transports en mission hors du pays a dépêché une délégation conduite par le maire Fanny Ibrahima auprès de la famille éplorée. Les parents des 7 victimes de l'incendie ont également reçu un soutien matériel du ministre Amadou Koné. Autre sujet, autre source d'information, d'après Kouassi, le Front populaire ivoirien dirigé par Aboudraman Sangaré a récemment envoyé une mission à Accra, la capitale ghanéenne, pour y rencontrer des exilés. Là-bas, il sera question de retour au bercail après la loi d'amnistie prise par le chef de l'État ivoirien le 6 août dernier. L'actualité africaine nous conduit au Maroc. Dans ce pays d'Afrique du Nord, 14 supporters ont été condamnés pour avoir manifesté avec des drapeaux espagnols, révèle Le Monde. Ils protestaient ainsi contre la mort d'une étudiante tuée par la marine marocaine alors qu'elle tentait de traverser la Méditerranée. L'équipe site français d'information sportive s'invitant dans ce sujet précise que leurs avocats entend faire appel du verdict. L'affaire Rassoudi, une nouvelle fois évoquée par la presse internationale. Mohamed Ben Salman, MBS, s'exprimait hier pour la première fois sur la mort du journaliste opposant. Le prince héritier saoudien qualifie d'incident hideux le meurtre de Rassoudi, titre Le Figaro. Il annonce une coopération entre Riyad et Ankara, ajoute le journal français. MBS a qualifié l'acte de crime haineux d'après Radio-Canada et le journal Le Monde de conclure « Cette affaire nuit tellement à l'image de l'Arabie saoudite qu'elle laissera des traces ». La presse internationale s'est aussi intéressée aux colis suspects envoyés à des personnalités démocrates aux États-Unis. À en croire Le Monde, il s'agit notamment de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton et de l'ancien président
Barack Obama. Le courrier international citant le Washington Post indique que les bureaux de CNN auraient aussi été évacués pour le même motif. Pour le chef de la police de New York, tous les colis ont été envoyés par la même personne, souligne Libération. Terminons cette revue de presse par un fou féru de Michael Jordan. Ce dernier se fait tatouer le maillot de la légende américaine du basket dans le dos et rien n'a été oublié. Vous pouvez distinguer sur l'image même la signature de l'ancien joueur des Chicago Bulls avec son mythique chiffre 2. La difficulté dans ce genre de situation est qu'il va passer ces prochaines semaines à dormir obligatoirement sur le ventre. Fin de cette revue de presse. Excellente journée sur RTI 1 et à demain. À demain, Ange-Patrick. En tout cas, ne pas refaire si on est plutôt voilà, à dormir sur le côté, si ou non. Il faut s'abstenir. Alors, notre invité Actu est avec nous en plateau. On parle aujourd'hui de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel et nous sommes en compagnie de monsieur Honoré Nzoué. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Nzoué. Je rappelle donc que la Journée mondiale du patrimoine, c'est pas aujourd'hui, c'est le 27 octobre. C'est la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Et nous avons sur ce plateau une personnalité idoine pour nous parler du patrimoine audiovisuel. C'est avec grand plaisir que nous recevons M. Honoré Nzoué, réalisateur, conservateur d'images. Bonjour, je vais dire doyen, parce que bonjour, vous êtes une icône en matière de conservation d'images. Vous allez bien ? Tu es bien. Alors, Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Les archives du 20e et du 21e siècle sont essentiellement audiovisuelles, c'est un constat. Alors, qu'est-ce que vous ressentez à cette journée? Est-ce une journée de plus seulement ou bien il y a quelque chose de significatif cette fois? Oui, je pense que les archives ne sont pas seulement qu'audiovisuelles. Non, de plus en plus, 20e et 21e siècle. Oui, de plus en plus, 20e et 21e siècle sont audiovisuels, mais nous n'oublions pas la presse écrite. Absolument. La presse papier. Bien sûr. Et aussi, ça fait partie des archives. Et c'est très important, beaucoup d'hommes écrivent aujourd'hui, même vous tout de suite, vous avez un papier qui est écrit. Ce papier, si vous ne le conservez pas, il disparaît. Il ne faut pas le jeter au panier. Dès que vous avez fini votre émission, vous allez le conserver, vous dites que ce 25 octobre, j'ai fait telle émission et voici ce que j'ai écrit sur mon papier. Alors, les archives audiovisuelles font l'histoire d'un peuple. Les archives audiovisuelles, pourquoi audiovisuel forcément pour le 27 octobre? Audiovisuel forcément pour le 27 octobre parce que l'UNESCO a remarqué que ces archives sont vulnérables. Avec les intempéries, avec la guerre, ces archives sont vulnérables par rapport aux archives papier. Ces archives papier sont donc... Ces archives papier donc, sont plus conservables, plus en sécurité que les archives audiovisuelles. Parce que les archives audiovisuelles, vous savez, ça conserve le son. Le son, il disparaît automatiquement lorsque on verse quelque chose dessus, ou bien la bande magnétique, disons la bande magnétique. Que ce soit télé, radio, une fois que ça subit une intempérie, c'est fini. On ne peut plus utiliser cette bande. Alors que toutes les informations sont sur cette bande-là. Alors, à sa section du 33e conférence, l'UNESCO a décrété qu'il faut conserver ces mémoires-là. Il faut conserver, il faut prendre toutes les dispositions pour pouvoir les mettre à l'abri afin que la prospérité puisse utiliser les éléments informatifs qui sont sur ces bandes magnétiques. Alors, on sait les archives audiovisuelles sont très très importantes pour la mémoire du monde, vous le disiez à l'instant, mais dans la pratique, c'est une réalité. Comment cela se manifeste? Bon, dans la pratique, ici où nous sommes dans ce studio, qui est le studio de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Studio B, Marie-Thérèse Péchaud. Voilà. Il y a des archives depuis des millénaires. Nous avons travaillé, cette télévision est ouverte depuis 1963 et ces archives ont été conservées sur plusieurs supports. Ces supports qu'on appelait autrefois analogiques, qui sont les bandes magnétiques, nous sommes au numérique maintenant. VHS et compagnie, qui doivent subir une transformation sur des supports numériques, doivent être prises au sérieux. Parce que les supports numériques, vous ne savez pas, vous n'avez pas accès au numérique. Quand vous diffusez un élément numérique, c'est uniquement votre serveur ou bien votre unité centrale qui vous amène cet élément. Alors qu'autrefois, on touchait la bande, on la cassait, on la montait, on la prenait. Donc,
ça subissait tout et on allait accrocher quelque part où il y a des termites qui viennent après, où il y a n'importe quoi qui vient après. Alors aujourd'hui, nous avons pensé qu'il faut numériser ces éléments. Mais attention, la numérisation c'est bien. Mais on ne sait pas quelle est la durée de la numérisation. Alors, le lecteur, vous savez, les lecteurs changent énormément aujourd'hui. Lorsque vous avez numérisé, il faut savoir créer encore d'autres machines pour pouvoir lire ces supports-là. Donc, on tend encore de plus en plus, on hésite encore sur la numérisation et ses composants de matériel. Monsieur, on vous sent d'autres diraient nostalgique ou d'autres plus méchants diraient, est-ce que vous êtes réfractaire au changement? Parce qu'on vous sent nostalgique là, vous êtes ou bien vous regrettez cette époque passée, ou bien vous ne voulez pas vous arrimer à tout ce qui vient comme nouveauté? Les deux. Parce que j'ai connu les deux, j'ai connu l'analogie, vous êtes pour le mixage. Je connais le numérique. Je vous rappelle qu'un film, 35 mm ou 16 mm sur pellicule, vous pouvez aujourd'hui même, que ce soit fait en 2000, en 1960, vous pouvez aujourd'hui diffuser ce film-là si vous avez le lecteur. Alors qu'un élément vidéo qui est fait en 1950 ou en 1960, si vous n'avez... Allez-y chercher le support. Prenez le cas d'ici. On n'a même pas de lecteur pour les éléments humatiques qui sont là. Alors, quelle est la méthode appropriée pour pouvoir bien conserver toutes ces archives-là? La méthode appropriée pour bien conserver ces archives, pour l'instant, c'est la numérisation. D'accord. Pour pouvoir trouver des éléments pour numériser ces archives et trouver, bien sûr, l'élément pour pouvoir les conserver à long terme. Je vous connais depuis suffisamment longtemps pour savoir que vous êtes un passionné de l'image. Quand vous regardez l'exemple de l'INA dans un pays étranger, où est notre INA à nous? Est-ce que c'est facile, par exemple, moi, si je veux avoir les images de l'enterrement du président Houphouët-Boigny, est-ce que je peux l'avoir rapidement? Pourquoi c'est si difficile? Une banque de données. Est-ce qu'il y a une banque de données fiable, solide, durable? C'est ça un peu notre bataille aujourd'hui. À la Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images, qui organise cette journée du 27 octobre, enfin du 27 octobre. Le 27 octobre, vous savez que c'est samedi. Oui, c'est samedi, donc en prélude. En prélude au 26 octobre. Oui. Hier déjà, si vous allez sur le net, vous avez déjà le thème de la journée mondiale internationale décrétée par l'UNESCO. Et nous organisons pour nous cette journée le 26 octobre avec les grandes institutions de la République. Et nous avons choisi, donc, disons, la grande chancellerie de l'ordre national. Pourquoi la grande chancellerie de l'ordre national? Parce que c'est une institution dirigée par une dame. Et c'est une institution aussi qui fait grande dame. Pour tout le peuple. D'accord. Et si vous êtes assis aujourd'hui, vous savez comment faire pour obtenir une médaille, alors que vous avez tant fait. Votre servante à la maison a besoin d'obtenir une médaille. Alors nous faisons cette ouverture au peuple pour que les gens aillent en porte ouverte voir ce que c'est que la grande chancellerie de l'ordre national. Et ce sera quand? Ça sera le 26 octobre. D'accord. Demain donc. Oui. Vendredi 26 octobre, à la grande chancellerie même, où nous aurons des conférences, des débats, des panels et des invités qui seront là pour... Et toute la population est donc invitée pour demain. Merci beaucoup, monsieur Honoré Zué. On rappelle que vous êtes réalisateur, conservateur d'images et vous étiez là avec nous ce matin pour nous parler, bien sûr, de cette en prélude de la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, de la conservation notamment. Merci beaucoup. Nous, on va passer tout de suite à la suite de cette émission. C'est bien sûr un cas pratique. Aujourd'hui, on parle de comment laver convenablement les mains. C'est très important parce que les mains sont, on va dire, transporteuses de plusieurs bactéries et qui créent notamment des maladies. Donc, il faut savoir laver les mains avec les méthodes appropriées. On y va tout de suite pour le jingle. C'est parti. La main est la partie du corps qui sert à toucher et à prendre. Elle est indispensable et se doit donc d'être toujours tenue propre. Le lavage des mains, c'est le sujet de notre cas pratique de ce jour. Il est important de se laver les mains tout simplement pour prévenir les infections et les maladies. Il existe donc deux façons de se laver les mains, avec de l'eau ou sans eau. On part pour le lavage des mains avec de l'eau. Il faut commencer
Tout simplement par enlever ses bagues, gommettes, montres, etc. et tous les accessoires. Se mouiller complètement les 2 mains avec de l'eau. Prendre du savon, soit vous prenez du savon en bloc ou du savon liquide. Vous frottez bien déjà pour faire mousser complètement pendant au moins 15 secondes en prenant la peine de bien frotter les paumes. Vous frottez le dos de la main, ensuite les doigts. On continue en se frottant le dessous des ongles, les pouces et la paume de façon circulaire. Et on termine en se rinçant les mains avec de l'eau bien propre. Et on sèche les mains avec une serviette bien propre. Nous passons maintenant à la deuxième façon de se laver les mains sans eau. Vous pouvez vous trouver dans les circonstances où vous n'avez pas d'eau à proximité. Ne vous inquiétez surtout pas, vous avez la possibilité d'utiliser les produits antiseptiques. Ils se présentent sous forme de gel, de lingette ou de serviette humide. Alors, je prends mon gel antiseptique pour me laver les mains. Je mets une noix dans le creux de ma main et je frotte. Je frotte jusqu'à ce que le produit soit complètement absorbé par mes mains. Il ne faut pas en abuser parce que parfois certains peuvent assécher les mains. Maintenant, vous savez comment se laver les mains. Cependant, j'aimerais attirer votre attention à propos des maquis. On ne doit pas se laver les mains dans le même récipient. La première personne qui se lave les mains y a déversé tous les germes contenus dans ses mains. Vous pensez peut-être que vous vous êtes lavé les mains, mais non, pas du tout. Vous ne vous êtes pas lavé les mains parce que vous avez utilisé la même eau. Il faut à tour de rôle se laver les mains avec de l'eau propre. Voilà, c'était notre cas pratique de ce jour. Prenez soin de vos mains car elles sont très importantes. Le lavage des mains en question, on ne le dira jamais assez, c'est très très important. D'aucuns disent que c'est de là que partent toutes les maladies ou la bonne santé, tout simplement. Donnez-moi votre main, toujours propre, heureusement, toujours propre. Ouais, je suis, officiellement, mesdames et messieurs, elle vient de me donner sa main. C'est ma main droite. Sa main droite. C'est ma main droite. Mais c'est mais non, c'est ma main droite. Merci d'être avec nous ce matin, bonheur. Voilà, tendez-nous également vos mains. Nous allons vous conduire tout au long de ce conducteur avec, dans quelques instants, nous allons recevoir un entrepreneur qui nous parlera de sa passion pour l'entrepreneuriat. Mais au fait, c'est quoi l'entrepreneuriat? Avant d'y arriver, météo, pub, journal. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que la thématique aujourd'hui, c'est ménopause, bouffée de chaleur. Tout un programme. Restez avec nous sur tous les démembrements digitaux de notre émission pour poser des questions. Nous nous ferons fort de les transmettre en l'état. Merci d'être en notre compagnie. On se retrouve tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, tout d'abord pour le début, le temps sera très nuageux avec de la pluie sur les zones du littoral et du sud forestier. Par la suite, le temps sera fait de larges éclaircies. Les zones de la bande centrale seront généralement nuageuses avant de faire place au soleil. Quant aux zones du nord, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures pour la matinée, on notera 25 degrés comme maximale à Abidjan, à Diaké et Bondoukou, 24 degrés dans la ville de Boaké comme celle de Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 25 degrés dans la ville de Korogo, 22 degrés de minimal dans la région de Mans, 24 degrés à Odiéné, San Pedro Sassandra, 23 degrés à Tabou, enfin 25 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, l'ensemble du pays sera relativement ensoleillé. Cependant, en début ou en milieu de période, des orages pointeront sur les régions de l'Est, du sud forestier et du littoral avec parfois des averses localisées. L'extrême nord du pays sera en fin de période intéressé par le passage de masses nuageuses accompagnées d'orages et de pluie. Partout ailleurs, le temps restera partiellement nuageux et ensoleillé.
Les températures pour l'après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 32 degrés à Bondoukou. Sur la ville de Boaké, on notera 31 degrés, 32 degrés à Daloa, 33 degrés comme maximal à Dambokro, 32 degrés dans le God, 31 degrés dans le Poro comme dans la région du Tonkui, 32 degrés à Odiéné, 30 degrés à San Pedro, Sassandra Tabou, ce sera la minimale, 31 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce deuxième point de l'actualité. Le principal parti d'opposition au Mozambique, la Renamo, qui accuse le pouvoir de lui avoir volé la victoire dans 5 municipalités lors des élections du 10 octobre, a prévenu mercredi que les négociations de paix étaient suspendues. La reprise des pourparlers de paix dépend de ce que va dire la Cour constitutionnelle. L'opposition a déposé un recours en annulation devant la justice. Un fait majeur s'est produit au Sénégal. Il s'agit du lancement de la première promotion du master spécialisé en ingénierie pétrolière et gazière. Elle est issue de l'Institut national du pétrole et du gaz. Le président du Libéria, George Weah, a déclaré mercredi libre de droit d'inscription l'ensemble des universités publiques de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest pour les étudiants du premier cycle. Au pouvoir depuis janvier, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain et du Milan AC a expliqué avoir pris cette décision après avoir été alerté par les dirigeants de l'université sur les difficultés rencontrées par les étudiants, notamment en raison de la chute du dollar libérien face au dollar américain, les deux monnaies légales dans le pays. Au Gabon, blocage de routes, plainte aux autorités. Les tensions sont vives entre les exploitants forestiers et les villageois qui sont dépossédés de leurs forêts ancestrales. Les entreprises exploitant le bois ne respectent pas toujours les compensations promises aux populations locales. Un barrage de fortune au milieu de la route fait de rondins de bois. Ces villageois manifestent contre une compagnie forestière. Dans ce village du nord du Gabon, la forêt est exploitée par une grande entreprise asiatique, mais aucune aide au développement n'a été versée. Les habitants sont en colère. Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi. Depuis 2014, la loi gabonaise demande aux sociétés impliquées dans l'exploitation des forêts de financer des projets décidés par les populations locales. L'objectif est de dédommager les villageois qui perdent un accès à la forêt pour notamment cultiver et chasser. L'idéal aujourd'hui, c'est que les sociétés forestières, n'est-ce pas, respectent ce qui leur a été dit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un permis d'occuper, du pardon d'exploitation, alors qu'est-ce que les sociétés forestières doivent faire? S'entendre avec les populations. On exploite et derrière ça, il faut que les populations puissent avoir des retombées de cette exploitation. Les compagnies justifient leur retard en condamnant les lenteurs administratives pour la validation des projets, ainsi qu'un manque de moyens. Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois. Le Gabon accueille plus de 150 opérateurs forestiers et le secteur représente 4% du PIB avec un investissement croissant de l'État pour une industrialisation de la filière bois. Mais la corruption rampante dans le secteur
Et le manque de retombées économiques risque d'envenimer les relations entre les villageois et les entreprises pour de nombreuses années. Fin de ce deuxième rendez-vous. Pour vous informer, je vous retrouve à 7 h. Merci Maï, pardon. À tout à l'heure, Maï. À tout à l'heure, Alice. Non, Maïo, on a pensé voilà, au sprint, marathon et tout ça, parce que c'en est un aussi. Hein. Oui. À tout à l'heure, Maï. Alors, tout de suite, il est déjà en plateau avec nous. C'est Monsieur Félix Yao. Vous êtes coordonnateur du programme d'éducation financière. On parle de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Félix Yao, bonjour. Bonjour. L'entrepreneuriat en question, avec S à question. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, pour parler de façon triviale, 1, 2, 3, tout le monde est entrepreneur. Alors, il y a d'abord la culture d'entreprise, il y a la culture de métier, il y a la culture d'entreprendre. Et à la fin, on va savoir qui est entrepreneur. D'abord, la culture entrepreneuriale. Alors, je crois qu'on va commencer par répondre d'abord à la première question qui est de savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Oui, d'accord. Alors, il faut dire que l'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation, mais surtout à la croissance d'une entreprise. Et il est bon de dire que la conséquence directe qu'on attend, la conséquence première qu'on attend effectivement de l'entrepreneuriat, c'est la création de richesses. Parlant de richesse, je fais donc, je pense à la création d'emplois, mais également voilà, d'opportunités. Et ça, c'est, je veux dire, de façon ramassée, je veux dire... basique. Voilà, basique, c'est ça la définition de l'entrepreneuriat. Alors, quand on va parler de culture entrepreneuriale, alors là, on va penser tout de suite, on va dire, à tout ce qui est valeur et conviction qu'on partage dans la mise en œuvre d'un projet entrepreneurial. OK? Voilà. Vous avez parlé également d'autres éléments tels que la culture d'entreprendre. Naturellement, vous avez souligné également qu'on parle d'entrepreneuriat, beaucoup de concours, beaucoup de, on va dire, d'imagination autour de la question. Alors, la culture entrepreneuriale étant acquise, on ne dira pas tout de suite que celui qui a la culture va entreprendre. D'accord. OK? Il faut qu'il rentre en action. Il faut qu'il agisse pour que son rêve devienne une réalité. Alors là, il va falloir se doter de culture d'entreprendre. Et l'esprit alors d'entreprendre. Oui, c'est ça. Exact. Il faut pouvoir, c'est l'action, beaucoup plus l'action, c'est-à-dire être dans le feu de l'action, pouvoir commencer à entreprendre. Effectivement, là, vous êtes équipé d'une culture d'entreprendre. Lorsque vous avez commencé à entreprendre, que vous avez créé votre entreprise, il va vous falloir une culture d'entreprise. Ça veut dire comment gérer au quotidien cette entreprise. Faire face, on va dire, à tout ce qui est gestion des ressources humaines, gestion financière. Okay? Il va falloir passer son temps à faire la veille parce qu'il faut regarder toujours la concurrence, etc. etc. Donc, voici un peu... Être toujours en état d'alerte. Ah oui, en état d'alerte. Parce qu'un entrepreneur, c'est ça. Mais chose assez importante que je voudrais souligner lorsque nous parlons d'entrepreneuriat, c'est surtout de penser innovation. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans un écosystème, dans un environnement, dans votre milieu, et effectivement qui répondent aux besoins effectivement de ceux à qui vous voulez offrir votre service ou votre produit. Donc parlons des valeurs de l'entrepreneuriat. Alors, parlant donc de valeurs de l'entrepreneuriat, naturellement, il va vous falloir être altruiste. Il va vous falloir également... Novateur. N'est-ce pas? Être innovateur. Être innovateur. Et ça, j'insiste là-dessus. Sinon, vous glissez très facilement à la culture du métier. Et un exemple, parce qu'on a tendance à... On voit dans le paysage économique des jeunes, lorsque dans un endroit, dans un quartier spécifique, quelqu'un réussit dans un domaine, tout le monde veut faire la même chose, mais exactement la même chose. Copie. Cabine téléphonique, commerce, voilà. Voilà, sans y apporter la touche... Alors, vous voyez qu'au départ, le premier qui, en fait, a créé, c'est tellement que lui, il a eu une culture entrepreneuriale. Mais les autres qui vont venir copier vont se jeter dans la culture du métier. Parce que là, c'est une reproduction
textuelle, Mais physique. en même temps, oui. une idée peut mûrir dans l'esprit de plusieurs personnes. Maintenant, ben oui, hein? Oui, c'est possible, oui. Je peux penser à quelque À même- chose. Et, au même ben moment, oui, et oui. là, je pense qu'on pense à la même À la chose même là. chose, Donc là, qu'est-ce qui fera la différence entre les différents, on va dire, les différentes personnes qui vont exercer dans le même domaine? Alors, vous savez, c'est, je veux dire, l'innovation que chacun va apporter. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? La valeur ajoutée. Oui, la valeur ajoutée. Mon ami fait une cabine. Je viens Oui. seulement faire la cabine. Et je m'en vais. Et Ou je mets des biscuits à côté. Ben voilà, pourquoi pas. Je mets des biscuits à Voilà. côté, je mets une télé. Voilà. Jolie jeune fille, pourquoi pas? Mais tout ça, ça rentre effectivement, ça rentre dans la culture, on va dire, entrepreneuriale. Savoir identifier véritablement quelque chose de nouveau qui puisse propulser votre activité. Ça peut être de manière technologique, voilà. Ça peut être donc le digital au service de votre activité. Ça peut être la manière, certainement, d'accueillir les gens. Voilà. Tout ça, ça compte, effectivement, pour faire la différence. Donc, en somme, Voilà. c'est C'est l'innovation. intéressant qu'on n'a même pas beaucoup de temps. Ben Alors, oui. on a parlé de culture de métier aussi, culture Oui. de métier, Oui. culture d'entreprendre. Et finalement, on s'est demandé au bureau avec Alix, qui est entrepreneur dans tout ça, dans tout ce méli-mélo? Alors, on pourra résumer au total, on va dire, de tout ce que l'on peut avoir comme adjectif qualificatif ou comme possibilité de définition de l'entrepreneur, dire que d'abord, c'est une personne qui accepte, s'engage effectivement à mettre de son temps, à mettre de ses ressources, voilà. Et Sa santé. Ah oui, parce qu'après, oui, ça crée beaucoup de stress. La santé fait partie de nos ressources. On des risques, hein, c'est l'une des premières ressources d'ailleurs. Voilà. Vous engagez effectivement tout votre patrimoine, vous engagez votre personne, vous engagez toute la finance dans une, on va dire, dans quelque chose qui est un peu comme une aventure. Mais oui, dans l'inconnu. Voilà, dans l'inconnu. Et pourtant, vous y croyez fermement. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Mais on sait ce qu'on veut gagner. Non, on n'y va pas quand même. On y va en calculant les risques. Parce qu'effectivement, les risques existent. Absolument. Voilà, donc il faut prendre conscience qu'il y a des risques, mais on s'engage avec beaucoup de passion parce qu'on est déterminé, parce qu'on est convaincu effectivement qu'on apporte quelque chose de nouveau qui devrait pouvoir changer, je veux dire, la vie des autres. Merci beaucoup. Voilà, très, très heureux de vous avoir dans l'équipe de la matinale, M. Félix Yao, qui donne de nombreuses conférences pour inciter les jeunes Ivoiriens à avoir l'esprit entrepreneurial, vraiment bousculer les choses. Merci pour tout ce que vous faites. On aura le plaisir de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau pour déviser sur d'autres sujets. Parlons d'autres sujets. Maintenant, nous allons aller dans la sphère environnementale avec un de nos consultants qui est avec nous depuis l'année passée. Nous avons le plaisir de l'avoir une fois de plus, Cédric Lombardo. Avec lui, Alix, nous allons parler des points clés qui définissent une ville durable. On parle souvent de ville durable. Ville durable, c'est quoi une ville durable? Exactement, il va nous donner la réponse juste après le jingle. Il n'y a pas de jingle. On y va directement. Oui, c'est un écolo, il est direct, direct. Ça va, Cédric? Ça va. On va pas utiliser les gants. Un grand plaisir de vous revoir. Bienvenue. Ça a été les vacances? Bah, ça va toujours les vacances. Les vacances écolo? On a le temps de se reposer. Écolo, oui, avec de la montagne, de la mer, plein de bonnes choses. Avec la famille, on fait bisous à maman qui nous regarde. Exactement, merci. Alors, Monsieur Lombardo, tout de suite, qu'est-ce qu'une ville d'abord et qu'est-ce qu'une ville durable ensuite? Alors, qu'est-ce qu'une ville? Une ville, c'est un groupement de populations qui décident de vivre ensemble. Et quand vous avez plein de populations qui décident de vivre ensemble, il y a des fonctions qu'il va falloir assurer. Donc, dans une ville, il nous faut les transports, il nous faut l'accès à l'eau, il nous faut l'accès à l'électricité, etc. Et la grande question à se poser, c'est qu'est-ce qu'une ville durable? Mais le plus intéressant pour nous, c'est qu'on vient de sortir des élections de nos maires en Côte d'Ivoire et puis des élections des présidents de région. Donc déjà, on va féliciter ceux qui ont été réélus, on va féliciter ceux qui sont nouvellement arrivés et puis on va leur souhaiter un bon travail et un bon travail pour que nos villes deviennent maintenant durables. Et comme vous le savez, en fait, ce qu'on essaie de faire dans cette chronique, c'est en 2015, tous les États membres des Nations Unies se sont engagés dans les objectifs de développement durable. Et donc, le premier élément vidéo que nous avons proposé pour aujourd'hui, c'est d'expliquer quels sont les objectifs de développement durable qu'il faut que l'on remplisse dans le cadre d'une ville durable. Donc, on peut passer le premier élément vidéo maintenant. On y va. Alors, le premier objectif
objectif, c'est l'objectif numéro 11, ville et communauté durable. Deuxième objectif durable, c'est ce qu'on appelle la paix, les justices et les institutions efficaces. Une ville durable, il nous faut une bonne mairie. Pour une ville durable, objectif numéro 3, il nous faut atteindre la bonne santé et le bien-être. Et naturellement, le quatrième objectif, ça sera, comme on l'a dit, d'apporter l'eau propre, mais aussi l'assainissement pour que nos villes soient propres et qu'il y ait une santé à l'intérieur. Le septième objectif de développement durable, ça sera l'énergie propre à coût abordable pour les populations. On a encore du travail à faire de ce côté-là. Naturellement, ne pas oublier qu'il faut lutter contre les changements climatiques et s'y adapter. On verra un peu les conséquences de nos fameux changements climatiques. Et ce sont ces objectifs de développement durable qu'il faut que l'on parvienne à atteindre dans le cadre du développement d'une ville durable. Et pour cela, donc, on va compter sur nos maires. Voilà, ça c'était le premier élément qui est passé. Alors, vous avez abordé donc les questions de santé et de bien-être. Hein. Oui. Chaque année, c'est triste à dire, nous assistons à des pluies, à des inondations en Côte d'Ivoire, marquées par des destructions de biens et hélas des pertes en vies humaines. Est-ce qu'il n'est pas temps de parler d'enjeux de sécurité pour nos populations? Si, absolument. Alors malheureusement, avant les vacances, c'était la grande saison des pluies et on s'est rendu compte que à chaque fois et à chaque saison des pluies, on est en train de compter les destructions sur le territoire. On se rend compte que malheureusement, on est en train de perdre de plus en plus de vies humaines. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que le changement climatique nous amène à des intensités de plus en plus importantes en termes d'événements climatiques. Et là aussi, on a voulu faire un peu une revue de ce qui s'est passé pendant les vacances, aussi bien dans le monde, mais aussi en Côte d'Ivoire, pour essayer de montrer justement quelles étaient les menaces qui pouvaient peser sur une ville qui n'était pas une ville durable. Donc, ce sera le deuxième élément vidéo qu'on a préparé pour aujourd'hui, qui sont un peu de présenter les enjeux de sécurité, pourquoi il nous faut des villes et des régions durables. Donc, le premier élément vidéo qui va passer vous permettra de voir un petit peu ce qui s'est passé en Californie. Voilà. Là, vous avez un incendie en Californie. Alors, on en parle parce que c'est le plus important des incendies qui ont eu lieu. Changement climatique, réchauffement de la température, les forêts sèchent, et là, automatiquement, il peut y avoir un feu qui se met en place très, très rapidement. Et les dégâts ont été très importants. 117 638 hectares ont été perdus en Californie, c'est-à-dire presque la moitié du district d'Abidjan. Deuxième chose, vous avez vu l'ouragan Michael, puis l'ouragan Florence, qui sont encore abattus sur la Californie. Donc cette fois-ci, ce n'est pas la sécheresse, c'est la pluie qui vient nous embêter. Et là, vous vous rendez compte qu'on a des dégâts qui sont quasiment gigantesques, puisqu'on se rend compte qu'il y a plus de 30 morts avec l'ouragan Florence et 20 milliards de dégâts. Et ensuite, on a eu 30 morts et 125 milliards de dégâts. Mais ce n'est pas tout. En Europe, ça continue. Cette fois-ci, c'est la canicule qui a frappé un petit peu partout. Alors, vous avez eu en France cet été, je crois, pratiquement près de 1500 décès en plus enregistrés sur la même période. Rappelez-vous, en 2003, la fameuse canicule, c'était gigantesque. Voilà. Le Japon a été frappé. Et nous, en Côte d'Ivoire, voilà ce que l'on voit à chaque fois. Donc là, cette fois-ci, c'est le sud Comoé qui subit les inondations. Oui. Là, vous avez un petit village, une petite ville qui est à Yaou, une ville qui est toute neuve. Regardez, les murs sont encore en cours de construction, etc. Oui. Juste après Benoît. Et on se rend compte que la Comoé dépasse, elle est sortie de son fleuve, même à Grand Bassam, des choses qu'on ne voit que extrêmement rarement, même à Grand Bassam, le quartier France a été inondé. Pourquoi? Parce que l'embouchure du fleuve Comoé n'a toujours pas été réouverte. Donc, lorsque les pluies viennent, les fleuves montent. Et lorsque les villes sont mal construites, automatiquement, il y a des inondations. C'est quelque chose que l'on connaît un petit peu trop en Côte d'Ivoire. Et c'est quelque chose maintenant sur lequel il faut véritablement lutter. Et pour ça, il nous faut des villes durables. Alors là, vous avez parlé de plusieurs, on va dire, catastrophes naturelles. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux de sécurité pour les populations? Par exemple, vous venez de Grand Bassam, là. Ne devrait-on pas aussi parler de l'érosion côtière? Il y a Grand Bassam, mais il y a Grand Laou aussi. Oui, oui, absolument. Alors l'érosion côtière, c'est toujours la même question. C'est que ce fichu réchauffement climatique, il augmente la température sur la planète. Et vous savez qu'à l'extrémité de chacun de nos pôles, nous avons énormément de glace. Et lorsque la température monte, la glace fond. N'importe quel amateur de bière vous le dira, entre guillemets. Et le résultat, c'est que lorsque la glace fond, automatiquement, le niveau de l'océan augmente. Et nous, en Côte d'Ivoire, on a un grand littoral. Donc, Grand Bassam, on est habitué à voir justement se faire grignoter un petit peu la mer chaque année. Mais si le niveau de l'océan est en train d'augmenter, automatiquement, il y aura des attaques qui seront de plus en plus importantes. Et comme vous l'avez dit, il faut le faire vérifier ça à Jacquesville, il faut vérifier ça à Grand Laou, on en parlera tout à l'heure. Il faut regarder ça jusqu'à San Pedro. Il faut lutter contre l'érosion côtière. Tabou partout. Partout. Alors, Cédric, est-ce que les lois de Côte d'Ivoire, parce que moi, franchement, il faut m'attarder là-dessus, parce que est-ce que les lois de Côte d'Ivoire ne donnent pas déjà certaines obligations de développement durable aux collectivités territoriales? Ah, mais on l'a toujours dit sur ce plateau. La Côte d'Ivoire, la loi de la Côte d'Ivoire, c'est une œuvre d'art.
Maintenant, l'autre question sur papier. Maintenant, ce qu'il faut, c'est justement aller la mettre en place. Il faut arriver justement à encourager à la fois nos élus et puis aussi les populations. Il faut que ce soit une œuvre active. C'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Alors, ce qu'on a essayé de regarder cette fois-ci, c'est on a fait un petit point rapide sur les éléments législatifs que nous avons en Côte d'Ivoire et on a essayé de prendre quelques éléments de loi pour justement dire à nos élus, dans les textes de loi, vous avez quelques droits et surtout quelques obligations à mettre en place. Donc, c'est le troisième élément vidéo qu'on a préparé pour aujourd'hui. Quel est le cadre légal d'action pour nos maires et pour nos présidents de région? Alors bien sûr, la loi suprême en Côte d'Ivoire, c'est la Constitution. Donc celle qui est en place à l'heure actuelle date de 2016. Et rien que le préambule de la Constitution ivoirienne va vous dire la chose suivante. Donc, premièrement, vous avez une obligation, c'est la transparence dans la gestion des affaires publiques. La bonne gouvernance, c'est le pilier du développement durable. Deuxièmement, vous devez préserver les ressources nationales et vous devez assurer une gestion équitable pour le bien-être de tous. Et troisièmement, vous devez contribuer à la préservation du climat et nous assurer un environnement sain. C'est la Constitution, la loi suprême qui le dit. Deuxième loi que vous avez qui est applicable en Côte d'Ivoire, c'est la loi de 2003 qui organise le transfert des compétences de l'État vers les collectivités territoriales. Alors, il y a 16 compétences qui sont transférées. Nous, ce que nous avons voulu faire, c'est mettre le point sur seulement 6 de ces compétences. D'abord, l'urbanisme. Prenez la route pour aller à Rambassam. Avant, c'était des arbres magnifiques. Nous n'avons plus tous ces arbres. Vous voyez que la ville se construit et malheureusement, on les perd. Deuxièmement, un transport durable. On le sait tous, malheureusement, à Abidjan, le transport, c'est la première source de pollution que nous avons. Troisièmement, suivez mon regard. Protéger notre environnement. Quatrièmement, il nous faut de la santé et de la sécurité civile. Toutes ces catastrophes, il faut lutter contre, mais il faut aussi savoir réagir aux problèmes de catastrophes. Il nous faut aussi ce qu'on appelle l'hydraulique humaine, l'accès à l'eau potable, l'assainissement propre. Et enfin, les mairies, les régions ont aussi des compétences en matière d'électrification rurale. Donc ça, c'est la loi qui leur dit, voilà ce sur quoi vous devez travailler. Mais le plus intéressant, c'est qu'en Côte d'Ivoire, vous avez depuis 2014 une loi spécialisée sur le développement durable. Alors, on a regardé un petit peu cette loi, on a regardé quelques décrets d'application mis en œuvre. Malheureusement, on manque toujours de décrets d'application. Et cette loi dit, vous devez, vous, collectivités territoriales, intégrer le développement durable dans votre fonctionnement et dans vos activités. Et pour ça, vous devez faire un diagnostic et avec ce diagnostic, vous allez réaliser un plan de développement durable. Chaque année, vous allez exécuter votre plan et à la fin de chaque année, vous allez présenter un rapport annuel qui montre ce que vous allez faire. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'ils font? Pour ça, la loi a prévu, vous devez avoir un comité de développement durable. Et de cette magnifique loi 2014, il n'y a qu'un seul décret pour l'instant qui soit rentré en vigueur, c'est le décret numéro 2015-268 qui dit aux entreprises, aux collectivités territoriales, aux ministères, vous devez avoir un comité de développement durable pour mettre en œuvre cette loi. Alors là, on parle à l'instant des droits et des obligations des collectivités territoriales. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à impliquer la responsabilité des élus? Naturellement, parce que lorsque vous avez des droits, lorsque vous avez des obligations, le revers de la médaille, c'est que vous êtes aussi responsable de vos actes. Donc là aussi, on a essayé de regarder un petit peu ce qu'il y avait dans le droit ivoirien. Et malheureusement, notre droit, j'ai envie de dire, est un petit peu timide lorsqu'il s'agit d'appeler à la responsabilité de nos élus, car il faut que nous ayons des élus responsables, il faut qu'on puisse les voter, comme on dit chez nous, mais il faut aussi qu'on ait des résultats devant nous. Et là, vous avez des principes de sanctions administratives et des principes de sanctions judiciaires qui peuvent se mettre en place. Lorsqu'un élu est défaillant, d'abord on met en place une sanction administrative. C'est des choses qu'on a vues un petit peu récemment dans le paysage ivoirien. Mais quelque part, il y a aussi quelque chose qu'il faut regarder, c'est que lorsque vous avez un élu ou une mairie qui est défaillante, vous avez des routes avec des trous, avec des caniveaux à ciel ouvert, les gens peuvent marcher, tomber dedans, se blesser. Au bout d'un moment, même si on arrive dans des situations où on peut avoir des risques de mort d'homme, on a un peu envie de se dire, est-ce que des seules sanctions administratives sont suffisantes? On a presque envie de dire, si on allait toucher un petit peu la responsabilité pénale, alors là je sais que tout le monde me dit c'est une hérésie, mais si on allait toucher un petit peu la responsabilité pénale de nos élus, est-ce qu'on n'aurait pas un meilleur comportement de leur part? Parce qu'être élu c'est bien, mais de grâce, gouvernez-nous bien. Gouvernez-nous bien, et pour bien gouverner, on le sait, toujours, il y a le nerf je ne dirais pas de la guerre, je n'aime pas cette expression, le nerf du développement, c'est l'argent. Alors, une autre question se pose. Est-ce que nos collectivités ont les moyens financiers de conduire des actions de développement durable? C'est bien beau de mettre des lois, est-ce que concrètement sur le terrain, il y a les moyens adéquats qui sont arrimés, qui accompagnent toutes ces velléités d'amour du développement durable? Oui, ça c'est le côté pragmatique de Marcelin. Soyons concrets. L'argent est où? Voilà, l'argent est où et comment allons-nous le faire? Alors malheureusement, il faut le dire, lorsque l'État transfère ses compétences vers la collectivité territoriale,
parfois, hélas, il ne transfère pas toujours les moyens nécessaires pour que l'élu soit capable de financer ses actions. Et c'est vrai, c'est souvent ce que nos élus vont nous dire. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas que l'argent de l'État. Premièrement, l'argent, ils vont le récupérer en collectant un petit peu ces sous. Mais moi, j'ai envie de me rappeler de quelque chose qu'on avait fait en 2015. On avait eu un magnifique sommet à Yamoussoukro qu'on avait organisé avec la RDCI, avec l'UVIC aussi. On a de beaux sommets, hein. On a de magnifiques sommets. On est très fort dans les sommets. On est très fort, hein. Nous sommes champions du monde des sommets. Mais au niveau des applications... Voilà. Mais là, il y avait quelque chose de bien, c'est qu'on avait fait un petit livre en regardant justement chacune des idées. On avait fait la déclaration de Yamoussoukro et on avait attaqué la question du financement. Et là, les élus avaient dit, mais finalement, nous, on voudrait que 1% simplement du budget qui est alloué aux collectivités territoriales, soit orienté directement sur les thématiques du développement durable. Bon, on l'a écrit. On l'a voté, entre guillemets, on avait plein de pays voisins africains qui étaient venus avec nous, mais malheureusement, ce 1%, il est resté sur papier. Alors, je voulais venir ce matin avec la déclaration, mais en fouillant le bureau, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, il y a des solutions financières, qu'on peut aller chercher vers l'État, mais il y a aussi des solutions financières que l'on peut aller chercher vers nos membres, entre guillemets, vers la communauté, et puis aussi avec des partenariats publics-privés que l'on peut mettre en place. Et quand on parle de transparence publique, moi je dis souvent aux maires, mais publiez vos comptes, montrez bien les ressources que vous avez sur Internet, montrez comment vous les affectez, soyez transparent dans la gestion de l'argent que vous manipulez et soyez sûr qu'on vous accompagnera et on vous trouvera des partenaires pour le faire. Alors, tout se passe dans le meilleur des mondes, on a les ressources. Alors, quelles sont donc les actions que les collectivités territoriales peuvent mettre en place pour contribuer au développement durable de leurs différentes circonscriptions? Je voudrais prendre des exemples qui sont un petit peu des exemples concrets, parce que comme je dis, moi souvent en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas simplement une œuvre d'art dans la loi, on a aussi de très belles choses qui sont faites par des élus qui se battent. Et donc déjà, je voudrais citer, vous voyez tout à l'heure, de Grand Laou. Malheureusement, nous avons perdu Jean Djaya, qui était le député maire de Grand Laou. Et je vais vous dire, je n'ai jamais vu un élu en Côte d'Ivoire avec un tel niveau de compréhension, un élu maire et député avec un tel niveau de compréhension des enjeux de développement durable. C'est quand je lui parlais, je lui disais, mais ça ne sert à rien que je dise, il a déjà tout compris. Et cette personne-là, puisqu'il savait qu'il n'avait pas les moyens, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Washington, il est parti à la Banque mondiale, il a rencontré justement les décideurs de la Banque mondiale et il leur a dit, voici quels sont les enjeux que moi j'ai avec la migration de l'embouchure, avec l'érosion côtière sur Grand Laou. Et il a fait tellement bouger ces gens-là qu'avec la Banque mondiale, un programme a été mis en place, le programme WACA. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce programme n'avance pas aussi vite que nous le voudrions, mais lorsque nous avons des maires qui se bougent, entre guillemets, on est capable de réaliser des miracles. On avait aussi montré sur ce plateau, là on va parler pas d'érosion côtière, mais de l'énergie durable et puis de gestion des déchets. On a vu que la mairie de Bouaké, par exemple, avait inauguré des petites centrales de biogaz, c'est-à-dire qu'ils récupéraient les déchets, ils les faisaient fermenter, entre guillemets, pourrir, on avait montré tout ça à la télévision, dans des petits containers bien fermés, et avec ça, ils arrivaient à transformer les déchets en gaz méthane, et le gaz méthane permettait d'alimenter les brûleurs de quelques cantines de Bouaké. Donc, il n'a pas été financé par l'État pour le faire. Il a été chercher des partenaires, chercher des technologies, chercher des financements. Donc, n'attendons pas seulement que l'on nous donne des sous. Battons-nous pour nos collectivités, battons-nous pour le développement durable de nos villes et de nos régions. Merci beaucoup, c'est toujours un délice de l'avoir sur ce plateau. Et il remplit encore pour une nouvelle saison avec nous. Cédric Lombardo, le thème de ce jour, développement durable, rôle des villes et des régions de Côte d'Ivoire. Voilà, on rêve, hein, gageons que tout ce qu'on dit là va agir un jour, hein, pour qu'on puisse avoir des villes durables, se promener sans risque de pollution. Et aussi pour la santé, ça va diminuer tout cet taux de maladies dû à la pollution. Et je sais que vous êtes très attaché à tout ce qui est vraiment vert. Il faut que nos élus aient de plus en plus la main verte. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. Nous avons la main verte, mais la main de l'info aussi, parce que dans quelques secondes seulement, il vient pour le dernier spasme de l'information dans cette édition de Matin Bonheur, avant-dernier rendez-vous de la semaine. Réalisation Souro Félicité et puis rédaction en chef Anne-Zelika Eoura. Tout à l'heure. Marcelin l'a si bien dit, je suis de retour pour le dernier spasme de l'information. On y va tout de suite pour les États-Unis. À 13 jours des élections législatives, la tension est montée d'un cran dans un climat politique plus que jamais polarisé. Le service fédéral chargé de la protection des anciens présidents et de leurs familles a indiqué mercredi avoir intercepté 2 colis
contenant des engins explosifs potentiels destinés à l'ex-secrétaire d'État démocrate Hillary Clinton et à l'ex-président démocrate Barack Obama, 2 jours après qu'une bombe artisanale a été retrouvée chez le financier George Soros, autre soutien démocrate notoire. Le paquet destiné à Mme Clinton, rivale démocrate malheureuse face à Donald Trump à la présidentielle de 2016, a été intercepté lors d'une vérification de routine, a indiqué le Secret Service dans un communiqué. Celui destiné à l'ex-président démocrate Barack Obama a été intercepté mercredi matin. Aucun des colis n'est parvenu à ses destinataires, dont la vie n'a pas été en danger, a précisé le Secret Service. Plus loin, en Argentine, en marge du débat parlementaire sur le projet du budget 2019, des manifestants lancent des projectiles en direction des forces de l'ordre devant le Parlement à Buenos Aires. Vous pouvez le voir dans les images. Depuis 9 mois, Jahar, un réfugié afghan de 45 ans, vit chez Véronique, près de Paris. Pour elle, ouvrir sa porte est une évidence. Pour encourager plus de Français à suivre son exemple, les députés viennent d'adopter un amendement au projet de budget 2019 prévoyant un crédit d'impôt de 5 € par nuit pour les personnes hébergeant des réfugiés. Reportage. Jahar est afghan et réfugié. Il a un titre de séjour en France où il vit depuis 5 ans, dont 3 à la rue. Depuis janvier, il loge chez Véronique, en banlieue parisienne. Pour elle, ouvrir sa maison est quelque chose de très simple. Ça m'a paru assez vite évident. Enfin, j'ai quand même mûri la question, on va dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oh, « Mais comment tu fais c'est pas évident, puis il a la clé de la maison, il est là quand t'es pas là. » Enfin, voilà. Pour moi, alors ça, par contre, si j'accueille sans limite, c'est-à-dire que... Enfin, sans limite. Je vais évidemment tout de suite donner la clé de la maison. Sans limite, mais avec quelques règles de vie, clairement définies au départ, comme l'interdiction d'inviter des amis. Sur les 3 enfants de Véronique, 2 ont quitté la maison, libérant cette pièce à l'étage. Oui, cette chambre, c'est bien. Je suis très content. Jahar travaille depuis le mois d'août comme couturier chez Emmaüs. S'il peut loger chez Véronique, c'est grâce au programme Calme, comme à la maison, lancé par l'association Singa il y a 3 ans. Depuis 2015, c'est plus de 500 personnes, exactement 514 personnes réfugiées qui ont été accueillies chez des particuliers pour des durées de 3 à 12 mois, leur permettant de se consacrer complètement à leur projet d'intégration sociale. D'après le réseau Singa, 30% des personnes ainsi accueillies trouvent un emploi, alors qu'elles ne sont que 6% à leur arrivée dans le programme. Un crédit d'impôt pour les particuliers hébergeurs vient d'être voté à l'Assemblée. Beaucoup, comme Véronique, n'ont pas attendu ce coup de pouce financier pour ouvrir leurs portes. Les habitants mexicains d'Escuinapa se réveillent après le passage de l'ouragan Huila qui a frappé la côte du Pacifique avec des vents violents et de fortes pluies avant de s'enfoncer dans les terres en perdant de son intensité, se transformant en tempête tropicale. 5, 28, 62, 65, 70 et encore 5. Voici la combinaison gagnante de l'énorme jackpot de la loterie américaine d'une valeur de 1 537 milliards de dollars, le plus gros pactole jamais gagné aux États-Unis et dans le monde pour un ticket unique. Ainsi prend fin ce dernier point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon début de journée. Ça s'appelle avoir un coup de bol. Hein, qui a gagné ce... Ben oui. Vous n'avez pas le nom du gagnant? C'est le gros point d'interrogation. C'est normal qu'il garde l'anonymat. C'est bien. Il fait bien en tout cas. 1000 combien? 1000 dollars? Oui, milliards. Oui, plus de 1000 milliards de dollars. Moi, si je gagne, je fais don à la RTI. C'est super. Oui, à mon entreprise. Je fais don à mon entreprise. Merci de penser à ton entreprise. Et Alix, on va partager tes 30%. Avec plaisir. Si tu veux bien. Non, mais avec plaisir. Je savais que c'était une gentille féminine. Dame. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Maï. Bonne journée à vous. Merci. Et puis on vous retrouve peut-être demain. Oui, merci. Demain. D'accord. Je vous fais un gros bisou. Bisous. On se voit demain. Merci. Alors, nous tout de suite, on va parler de notre thématique du jour, santé. Ils interviennent de manière, on va dire, inopinée et puis peuvent durer environ 60 minutes. Ce sont les bouffées de chaleur. Comment vivre avec, comment les gérer? On va en
parler avec notre docteur gynécologue obstétricien, professeur Kofi Achille. Mais avant, postulat avec la capsule. Bouffée de chaleur, sueur nocturne, une irritable idée associée à des troubles de sommeil, une fatigue qui s'installe. C'est l'arrivée de la ménopause qui sonne souvent lors du bilan du milieu de vie. Je suis un peu âgée, mon règle là, comme il ne fait plus, et puis il a demandé à mes soeurs, il dit que c'est comme ça passait. Quand ça vient comme ça, ça se couper comme ça, là tu ne fais pas règle là. Et puis tu as essuyé, ton corps est chaud. Près de 4 femmes sur 5 présentent de façon fréquente des symptômes liés à la ménopause, ce qui n'est pas le cas chez Dame Nguessan, que nous avons visité dans le village d'Alokwa, à 20 km d'Abidjan. Ça fait 5 ans qu'aujourd'hui, je suis dans ma ménopause. Vraiment, je suis en bonne santé, puisque ça ne m'a pas créé de problème. Mais la réduction de la production d'hormones n'est pas la seule cause qui entraîne les désagréments chez la femme à cette étape de sa vie. Entre 20 et 45 ans, la plupart des femmes rêvent d'une vie active bien remplie et d'une vie amoureuse qui rime avec mari et enfant. Deux fois, tu n'as pas encore fait d'enfant. Deux fois aussi, l'homme à laquelle tu as eu des enfants, peut-être il n'est plus. Tu dois te remarier. S'il n'y a pas d'enfant en Afrique, ce n'est pas trop intéressant dans le foyer. L'état de la ménopause crée des tensions, des petits disputes à la maison. Du coup, le monsieur sort dans les bras des autres femmes. Au plan psychologique, c'est une étape importante dans la mesure où la femme a le sentiment de passer à un autre âge. Et c'est vrai, avec tout le corollaire qui est lié à ce fait, le sentiment d'avoir vieilli et peut-être d'être moins désirable, moins féminine pour son conjoint. Certaines femmes font recours aux traitements hormonaux, aujourd'hui indexés. Il a été noté qu'il y avait un certain risque à les maintenir au-delà d'une certaine période pour ces femmes qui n'en produisaient plus naturellement, notamment, éventuellement aussi dans les cancers du sein et d'autres cancers gynécologiques. D'autres préfèrent recourir à la médecine traditionnelle, comme Aïcha, âgée de 39 ans qui ne voit plus ses menstrues depuis 1 an. Non, il y avait problème d'affaires des femmes. Ça, c'est pas tout on dit. Pour traiter la ménopause, j'ai 17 qualités de plantes. Une variété de plantes qui me permet de faire une complémentarité. Tu peux voir le visage âgé, mais elle n'est pas tellement vieille. Donc je leur demande d'abord l'âge. Quand ils me disent l'âge, que l'âge n'est pas arrivé jusqu'à 45 ans, je sais que c'est ménopause précoce. Donc je lui donne des médicaments pour traiter. Tu mets acide, tu mets câble, tu écrases bien, tu mets dans l'eau, tu bois. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela. Parce que ou tu n'as pas l'âge de la ménopause et puis ça surgit brusquement. En tout cas, cela m'inquiète aussi. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après ce postulat. Le thème, bien évidemment, comment vivre avec les bouffées de chaleur. Professeur Achille Kofi, rebonjour. Alors, voilà, moi, je suis très pragmatique. On va redéfinir les thèmes. Ménopause, bouffée de chaleur. Qu'est-ce que c'est? Alors, la ménopause se définit comme étant l'arrêt définitif des règles. En termes de définition, c'est simple. L'arrêt définitif des règles. Tout ça. Exactement. Puisque la femme en période d'activité génitale est caractérisée par la survenue de façon régulière, de façon cyclique de règles. La ménopause, c'est quand cette patiente ou cette femme n'a plus de règles. Voilà la définition de la ménopause. Les bouffées de chaleur. Alors, les bouffées de chaleur sont un des signes, je ne vais pas dire en général le deuxième signe manifeste de la ménopause. Le premier, c'est quoi? Le premier étant... la cessation. Voilà, ce qui définit la ménopause, l'absence des règles. Donc, les bouffées de chaleur constituent le deuxième signe. En fait, il s'agit de patientes qui présentent des sensations qui, en général, partent du thorax pour remonter, qui sont des chaleurs, la chaleur que la patiente va ressentir, mais parce qu'elle n'est pas permanente. C'est des
des manifestations qui se font de façon irrégulière dans la journée, qui peuvent durer de quelques secondes à quelques minutes. Voilà. Et donc, ils sont liés à ce qu'on appelle des vasodilatations, c'est-à-dire une dilatation des vaisseaux sanguins qui provoque, n'est-ce pas, ces sensations désagréables et qui souvent va s'accompagner de sueur. Abondante. Abondante, oui. Parfois abondante, effectivement. Alors, avant la ménopause, on peut aussi aller un peu plus en avant, parler de préménopause, ou un terme un peu plus actuel. Oui, maintenant on dit la périménopause. En fait, c'est la période qui vient juste avant la ménopause. Et c'est une période qui est variable, en général dure 2 ans et peut aller jusqu'à 7 ans. Et c'est une période qui est marquée par une régularité, n'est-ce pas, du cycle menstruel de la patiente. Donc une patiente qui habituellement voit ses règles tous les mois peut se retrouver en train d'avoir ses règles tous les 2 mois, tous les 3 mois, voire tous les 6 mois. Voilà. Cette manifestation annonce la survenue prochaine, n'est-ce pas, de la ménopause. Et pendant cette période, on n'a pas de manifestation effective de bouffée de chaleur, c'est juste après la cessation. C'est vraiment après la cessation, du fait de l'absence de sécrétion des hormones génitales, notamment l'estrogène. Voilà. Alors, j'ai remarqué, c'est une affaire de fréquence, au niveau des bouffées de chaleur. Et de plus en plus, avec l'âge, les fréquences se rapprochent, c'est cela? Alors, j'aimerais savoir, est-ce que le fait de se rafraîchir, le fait de l'alimentation, est-ce que les tenues vestimentaires, est-ce que l'exercice, est-ce que tout ça a un impact sur la survenue ou bien le fait d'éviter les bouffées de chaleur? Disons que les bouffées de chaleur, c'est, comme je dis, c'est une manifestation de cette pathologie, enfin de ces pathologies, on va dire d'état physiologique, puisque toutes les femmes sont appelées à être dans cet état-là. Mais pas à la même fréquence. Pas la même fréquence. Ça diffère d'une femme à une autre? Oui, parce que sachez que dans 60% des cas, la ménopause va se manifester par des signes qui sont acceptables pour certains patients, donc ils n'ont pas besoin d'avoir recours à un médecin pour un traitement. Dans 20%, les femmes seront ménopausées, elles n'auront aucune manifestation clinique en dehors de l'absence des règles. Et dans 20%, effectivement, on peut avoir des manifestations sévères, des troubles fonctionnels sévères, et qui alors imposent, n'est-ce pas, une prise en charge médicale de ces manifestations cliniques. Donc, ce n'est pas toutes les patientes qui vont présenter toutes les manifestations cliniques de la ménopause, ce n'est pas toutes les patientes qui auront besoin d'une prise en charge. Et quelles sont ces manifestations et comment la prise en charge se fait? Alors, les manifestations cliniques de la ménopause se font au niveau on va dire, des organes cibles de l'estrogène, qui est l'hormone sexuelle de la femme. La principale hormone, en fait. La première hormone sécrétée pendant la première partie du cycle. Et cette hormone-là a pour, on va dire, organe cible, l'appareil génital de la femme, les seins, la peau, n'est-ce pas, le cerveau, le foie, même les os. Voilà. Et donc, à partir fragilité osseuse qui voilà, peut survenir. Exactement. Donc, à partir du moment où il n'y a plus cette sécrétion d'estrogène, tous ces organes cibles vont, n'est-ce pas, subir, on va dire, la carence de cette sécrétion hormonale. Et donc, comme on l'a dit, le premier signe, c'est l'absence des règles. Il y a les bouffées de chaleur. Il y a également des troubles, même neuropsychiques, l'anxiété. La sexualité qui est dérangée? Également, la sexualité, puisqu'il y a une baisse de la libido. Il y a une sécheresse vaginale. Une sécheresse vaginale, puisque il y a une réduction des différentes sécrétions, n'est-ce pas, au niveau vaginal. On parle de frigidité aussi? Non, la frigidité, c'est une pathologie qui survient même chez la femme qui a pas, une période d'activité génitale. Voilà, donc c'est une pathologie à part. Mais donc la baisse de la libido, les sécheresses vaginales, l'atrophie. L'atrophie de l'appareil génital. Ah bon? Ah oui? D'accord. Oui, l'utérus redevient tout petit, puisque les oestrogènes sont ce qu'on appelle une hormone proliférative, qui ont une action sur la croissance. Voyez? Et donc, qui maintiennent la trophicité normale
de différents organes cibles. Donc à partir du moment où il n'y en a plus, l'appareil génital s'atrophie, sécheresse vaginale, on va dire les fanais, les cheveux, les poils qui se clairsèment, qui deviennent un peu cassants, n'est-ce pas? Voilà, autant de manifestations cliniques et à la longue, le risque d'ostéoporose, avec tout ce qu'il y a comme risque de fracture, tassement de la colonne vertébrale qui fait qu'à la longue, vous voyez, la femme progressivement se courber. Faites peur, docteur. Voilà. Et ah oui. Également des risques, rien n'est éternel, on va dire cardiovasculaires, également des risques d'athérosclérose. Voilà. Pour s'intéresser à la sexualité, puisque Marco c'est vous qui posez la question. A ouvert cette boîte de Pandore, l'atrophie, on va dire, de l'appareil génital ne serait-ce pas la résultante de ce manque de libido? Non. L'atrophie, c'est lié à l'absence de la sécrétion d'estrogène. Et sa résultante, c'est d'autres effets. Exactement. Mais la baisse de la libido, c'est au niveau cérébral. Okay. Et également, le fait que, si vous voulez, le fait que la femme ne fasse plus les règles, pour elle, elle peut percevoir cela comme étant... La fin aussi de, la fin de son activité sexuelle. Voilà, elle devient, on va dire, inutile. Donc, à quoi ça sert d'avoir des rapports sexuels, puisque... Et justement, à cet instant précis de vos propos, au-delà du professeur, du médecin, c'est le psychologue. Quel est le discours que vous tenez lorsque la femme vient chez vous par rapport à son conjoint? Le rôle du conjoint est très important à ce moment-là. Est-ce que ça ne fait pas partie des thérapies aussi? L'accompagnement? Oui, l'accompagnement aussi bien par les professionnels de santé que par le mari. Bon, cette baisse d'activité sexuelle touche aussi l'homme, qui, à partir d'un certain âge, également, on va dire... Mais à quel âge? Parce qu'on peut situer... Ce serait notre thème. Pour le moment, nous sommes... voilà, de sorte que... Restez équitable, monsieur. Effectivement, il faut que la femme comprenne qu'effectivement, l'homme peut avoir des besoins. On ne peut pas toujours, même dans le cas d'un couple, je veux dire, avec une femme qui a une période d'activité génitale, on ne peut pas toujours dire oui. On ne peut pas non plus toujours dire non. Absolument. Il y a des moyens de pouvoir éviter la sécheresse. Et de juste milieu de pouvoir, puisque l'absence des rapports sexuels sera liée à, certes, la perte de la libido, mais également du fait de la sécheresse, lorsqu'elle peut avoir des rapports, des douleurs, des brûlures qui font que même quand le monsieur la sollicite, elle peut refuser. Mais là aussi, il y a des différents moyens de pouvoir, on va dire, instruisez toutes ces dames-là à ces moyens. C'est l'utilisation de lubrifiants. C'est l'utilisation de lubrifiants. Ah, d'accord. Voilà, pendant les rapports sexuels. C'est pas le refus, j'ai cru qu'il allait dire le refus ou l'explication dans la compréhension. Non, le professeur a été clair, il a dit l'utilisation du lubrifiant. Donc ça peut contribuer à... Exactement. Les rapports sexuels. À fluidifier les rapports au sens propre comme au sens figuré, à rapprocher le couple. Tout à fait. Mais les rapports sexuels sont un moment de rapprochement, un moment important dans un couple, ce qui contribue également à la, on va dire, à la solidité d'un couple. Alors, docteur, comment faire pour diminuer les bouffées de chaleur? Alors, pour diminuer les bouffées de chaleur, c'est surtout, on va dire, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, parce que... Bien manger, faire du sport. Voilà, faire du sport, avoir une activité physique. Régulière. Ne pas porter des habits trop serrés. En tout cas, donc près du corps, s'abstenir. Oui, s'abstenir. Non, près de l'ADN, des fois. Voilà, autant donc de mesures d'hygiène qui permettent de réduire, mais pas de, on va dire, annuler totalement la bouffée de chaleur chez les femmes chez qui ces bouffées existent. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas chez toutes les femmes qu'on va avoir des bouffées de chaleur et ce n'est pas toutes les bouffées de chaleur, justement, qu'il va falloir prendre en charge. Parlons celles qui sont invalidantes. Catégorisation de femmes. On a vu dans l'élément tout à l'heure, il y a une dame de 40 ans qui dit qu'elle est ménopausée. Dans ce cas-là, comment elle doit réagir en fonction des âges? Est-ce qu'il y a une différence? Un cas rare, hein? Voilà. Oui. Alors, la bouffée de chaleur, puisqu'on a tellement parlé de cela que, disons que la ménopause survient, on va dire, autour de 50 ans, avec un intervalle de 5 ans. Officiellement. 45 ans et 55 ans. Les environs. Voilà. L'intervalle dans lequel ça survient, la ménopause survient, 45 et 50 ans. Lorsque la ménopause survient à 40 ans? Avant 40 ans, oui. C'est une ménopause précoce. Et vu tous les signes dont nous venons de parler, eh bien, ces signes vont arriver de façon un peu trop vite.
hein, et avec notamment les complications osteo-articulaires et toutes ces manifestations assez désagréables qui vont se produire. Par conséquent, effectivement, lorsque la ménopause survient très tôt comme ça, il faut la prendre en charge médicalement. Il faut faire ce qu'on appelle un traitement hormonal substitutif, apporter à la patiente les différents hormones qu'elle ne fabrique plus du fait de la ménopause, afin de lui permettre d'avoir un cycle artificiel. Donc, elle va faire les règles, l'accompagner jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge normal de la ménopause. Professeur, il y a certaines situations incommodantes relativement à cette dame qui dit par exemple que depuis qu'elle est en situation de ménopause, elle a une odeur que son mari n'aime pas. Cette odeur n'arrive pas à partir. Est-ce que ça fait partie aussi de l'environnement de la femme ménopausée? Les bouffées de chaleur, est-ce que ça peut donner des odeurs désagréables? Oui, c'est surtout la sudation. Oui. Hein, la transpiration qui est responsable de ces odeurs-là. Et donc, effectivement, si elle est prise en charge, ces différentes c'est-à-dire que ces bouffées de chaleur sont régulièrement nocturnes. Exactement. C'est la caractéristique, il s'agit de bouffées de chaleur avec hypersudation nocturne. Laquelle hypersudation, justement, entraîne quelquefois des troubles du sommeil. La patiente n'arrive pas à dormir parce qu'elle va se réveiller complètement mouillée, trempée dans la sueur. Voilà. Des fois, c'est assez accommodant quand même. Dans ce cas d'espèce-là, comment on doit aménager l'environnement? Parce que voilà, on vit avec quelqu'un, on partage la même couche que lui. Comment ça doit se passer? Est-ce qu'il y a des astuces pour ne pas incommoder l'autre? Non, quand les manifestations cliniques deviennent aussi sévères, il y a la solution, c'est la prise en charge médicale. Parce qu'il y a un traitement qui existe. La médecine règle tout ça? Oui. Il n'y a pas d'autres astuces de vieille grand-mère, ce genre de choses? Si, par exemple, on parle de respirer, boire beaucoup d'eau, respirer, faire du sport. Oui, ça, c'est, comme je dis, c'est l'hygiène de vie. Manger bien, voilà. Contrôler son poids, tout ça. Mais ça permet de réduire... Arrêter de fumer. Ça permet de réduire les signes cliniques. Mais lorsque on a des manifestations aussi importantes, telles qu'on n'arrive pas à dormir, ces moyens-là, seuls ne suffisent pas. Il faut en ce moment-là prendre un relais par un traitement médical. Par contre, lorsqu'il s'agit de manifestations assez désagréables, mais on va dire qui ne sont pas aussi sévères, effectivement, les moyens d'hygiène de vie permettent de pouvoir contrôler ces différentes manifestations cliniques. Parce que c'est pas, comme on l'a dit, ce n'est pas toutes les ménopauses qui auront besoin d'une prise en charge médicale. C'est lorsqu'elle est sévère. Voilà. Il y a des aliments conseillés, concrètement? Les aliments, on parle de plats épicés, au piment noir, au piment fort, au poivre. Tout ce qui est épicé, oui, puisque ça va, exactement comme vous dites, ça va entraîner, n'est-ce pas, une production encore plus de chaleur. Et donc, c'est ce qui est évité, on parle de plats épicés, les boissons alcoolisées, les boissons chaudes, les gras saturés, les huiles hydrogénées. Tout ce qui va entraîner un catabolisme de façon importante. Donc, parce que s'il y a des catabolismes, effectivement, il y a une production d'énergie, une production de chaleur. Donc, il faut éviter tout ce qui peut entraîner un catabolisme assez important. D'accord. Voilà. C'est quoi le catabolisme? C'est, si vous voulez, tout ce que va entraîner la destruction. Puisque quand vous consommez des repas, notamment la graisse et les épices et tout ça, ce sont des aliments qui sont énergétiques et donc qui vont produire suffisamment d'énergie et donc qui vont dégager beaucoup de chaleur et qui vont s'ajouter à vos bouffées de chaleur que vous avez déjà et c'est assez désagréable. Professeur, est-ce que ça dit qu'une femme qui est ménopausée est épanouie? Parce que quand on vous entend, ça fait un peu peur. Est-ce qu'une femme ménopausée arrive à s'épanouir avec tout ça là, avec tout ce contingent de... D'effets négatifs. Oui, je vous ai dit que... les 20%, 80%. Exactement. D'accord. Alors, docteur, là, c'est pour les femmes qui ont la chance de vivre en zone, on va dire, urbaine, qui peuvent facilement voir un médecin, un professeur comme vous. Et les dames qui sont dans les zones, on va dire, rurales, au village, comment la prise en charge, comment elles doivent gérer cette étape de leur vie? Bon, nous avons la chance d'avoir quand même si ce n'est pas aussi parfait qu'on aurait souhaité, d'avoir... quand même des centres de santé sur toute l'étendue du territoire. Donc,
Il y a des zones beaucoup plus reculées où des fois c'est une fois par... Voilà. Oui, mais... L'occasion d'un palu, là, on sait que c'est sérieux, mais bon, pour une manifestation de femmes, on peut ne pas vouloir tout de suite se diriger vers là-bas. Je vous dis que c'est en cela que des émissions comme les vôtres sont les bienvenues, parce que ça va Donc pouvoir suivez-nous depuis sensibiliser les fins la population qui doit savoir qu'effectivement, il existe une prise en charge. Parce que malheureusement, la ménopause, c'est quelque chose qu'on va observer de plus en plus, puisque vu l'âge de survenue que je vous ai donné, à l'époque, du fait de l'espérance de vie assez faible, il n'y avait pas beaucoup de patientes, beaucoup de femmes qui présentaient la ménopause. Or maintenant, avec l'augmentation de l'espérance de vie, il va sans dire qu'on aura de plus en plus de femmes qui vont présenter des tableaux de ménopause. Et par conséquent, à partir du moment où des manifestations deviennent insupportables, il n'y a pas d'autre solution que de pouvoir consulter. Voilà. Et aussi bien les sages-femmes que les infirmiers sont outillés pour prendre en charge quand ce n'est pas aussi sévère, mais quand les manifestations cliniques sont assez sévères, effectivement, on doit pouvoir orienter cette femme vers un gynécologue qu'on peut rencontrer dans les CHR. Professeur, en définitive, la bouffée de chaleur, la ménopause, ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas en avoir peur. On peut vivre avec tranquillement et être épanoui. Vous savez, pour terminer, il y a une chose est sûre. La première des choses qui est sûre pour un individu, lorsque vous naissez, forcément vous allez mourir. Mais il en va de même pour la ménopause. À partir du moment où vous êtes une femme, tôt ou tard, cette ménopause va arriver. Et ce n'est pas toutes les patientes qui vont présenter des manifestations cliniques insupportables. Comme l'a dit, c'est juste 20% des patientes. Le reste... Heureusement qu'il y a encore de l'espoir pour vivre, on va dire, au mieux sa ménopause avec, on va dire, des professeurs qui sont là, en tout cas le personnel de santé qui accompagne cette étape de vie. Et le conjoint également qui joue un rôle très important. Oui, messieurs, voilà. Jamais le dire. Évidemment, évidemment. C'est ça, pour le meilleur et pour le pire. Donc, dans le couple, pour le meilleur et pour le pire. Et un matin bonheur, il n'y a que du bonheur. Voilà, Marco, nous sommes pratiquement à la fin. J'aimerais rectifier un impair avant de terminer. Sachez que le gagnant de la loterie empoche 1,5 milliard de dollars aux États-Unis tout à l'heure pendant le journal. C'est ce qui fait 1000 milliards en CFA. Voilà, petit rectificatif. Merci. D'accord, donc soyez riches aussi en cette journée, riche de bonheur et de plaisir. À demain. On se retrouve demain. Ciao, ciao.